j'aime le titre, dans le fond, ce que Marie-Hélène a voulu faire, c'est de parler un peu de la prévention, pas un peu, mais vraiment, c'est le sujet de l'heure. Tous les jours, je parle à des clients qui me demandent est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'on peut avoir de la mérule, est-ce que les gens sont craintifs, mais ne comprennent pas que euh, tous les vides sanitaires sont des petites bombes à retardement. Parce que si on veut faire la culture d'un champignon, un vide sanitaire, c'est l'environnement parfait. Et c'est un terreau fertile, pas seulement pour la mérule, mais l'entièreté des problèmes liés là, au vide sanitaire, que ce soit les moisissures, les divers champignons, la dégradation des bois qui affecte les structures, l'humidité, les odeurs, la difficulté à chauffer, les problèmes de santé chez les occupants. Je pense que c'est un sujet qui était bien de ne pas juste parler une fois qu'on a la mérule, qu'est-ce qu'on fait, mais bel et bien ce que nous, on fait au quotidien chez Fongix, qui est de réhabiliter les vides sanitaires pour prévenir tout autre problème. Peu importe, ça vise large, cette réhabilitation-là. Oui, la mérule, mais en même temps, l'entièreté des problèmes liés à avoir un vide sanitaire à l'intérieur d'une propriété. Je trouvais ça bien de pouvoir partager notre quotidien là-dessus. Puis, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme Marie-Hélène disait, petit groupe, on a le temps d'échanger là-dessus. J'ai préparé des petites photos, des exemples parmi 1000 exemples qu'on aurait pu avoir ou mettre là, mais tous qui sont allés dans les vides sanitaires vont comprendre qu'il y en a des pires, il y en a des moins pires, mais bref, on sait dans quoi on s'embarque. Puis les photos qu'on a mises démontrent vraiment le quotidien de ce qu'on peut trouver à tous les jours quand on arrive chez un client et voir de quelle façon on peut et on doit corriger. Ça, c'est bien important, de transmettre la bonne information de comment les choses doivent être faites, les étapes et le pourquoi. Certaines étapes doivent être respectées là, pour la suite des choses. Marie-Hélène, je vais changer de photo. Vide typique, c'est pas de toute beauté. Un classique. On voit la présence au sol de matériaux putricides, divers contenus divers, évidemment. Ce qu'on voit beaucoup, c'est une intervention au plafond des vides sanitaires. Certains vont faire même, dans le cas présent, on voit de la laine qui est en train de tomber, qui ne tient pas, qui est en passant pas bon parce que ça garde, en plus, ça garde l'humidité. Ça accélère la dégradation des structures de bois. Fait que c'est vraiment pas la bonne formule. Il ne faut en fait jamais isoler les plafonds des vides, mais plutôt se concentrer sur l'apport à la source du problème, qui est le plancher du vide. Sinon, c'est une réaction un peu de plein de gens qui vont mettre l'énergie au plafond du vide, connaissant pas trop, ils veulent bien faire. C'est pas une mauvaise volonté, mais c'est pas bien dirigé parce que là, on laisse entrer l'humidité et on va l'encapsuler davantage, on va la garder davantage, donc on va augmenter le taux d'humidité à l'intérieur du vide sanitaire. C'est souvent après une intervention d'isolation, tiens, qu'on va voir un taux d'humidité augmenté de quelques degrés. Et là, on va voir le client qui dit ça fait 20 ans, je demeure là, j'ai eu de problème. Et suite à l'isolation, mais bang, tout d'un coup, j'ai de la mérule. Ça pourrit. Les odeurs sont augmentées. Fait qu'il y a un seuil, à un moment donné, qu'il ne faut pas dépasser. Il n'y a pas un vide de pareil, mais c'est vraiment pas la bonne technique. Il faut avoir corrigé à la source le problème pour avoir une facilité de chauffer, de contrôler le vide sanitaire. Et ce contrôle-là, cette chaleur-là facilement obtenue, va migrer au plancher de l'étage et assurer un confort là, pour les occupants. Alors, c'est souvent un travail qui est fait à l'envers. Les débris vont aussi être un participant important au développement de la mérule et autres champignons, des moisissures, des problèmes, des odeurs.
dans le cas de vides sanitaires qui sont mal nettoyés. On va souvent voir aussi, suite à des travaux, client part le matin, l'entrepreneur a fait la salle de bain dans le jour, arrive le soir, tout est nettoyé, le nouveau plywood a été remis en place, tout est parfait, mais dans le fond, ce que le client ne sait pas, c'est que l'entièreté des débris se retrouve dans le vide. Chose qu'on voit souvent. Alors, peu importe ce qui est arrivé chez le client, il ne doit jamais avoir ce type de débris. Ça fait partie des problèmes qu'on voit là, quand on arrive chez les clients en première vue. Avez-vous des questions en lien avec cette photo? Je n'ai pas. Photo suivante, Mary. Un autre exemple, et on continue. On voit déjà des développements à l'œil de différents trucs. On voit des débris, des restants par vapeur. Ça se peut que j'explique les choses, peut-être pas dans l'ordre que j'ai noté dans mes notes. Quand je vois des photos comme ça m'amène des idées avec lesquelles j'échange avec les clients régulièrement. On voit le par-vapeur transparent. Souvent utilisé, mais c'est vraiment le pire produit qui existe pour ce type de travail. Certes, c'est par vapeur, mais à ne jamais utiliser s'il n'y a pas, admettons, une dalle de béton qui la recouvre. C'est vraiment pas le bon produit. Fragile, trop mince à l'exécution, à l'installation, c'est perforé, bref, et j'en passe. C'est vraiment pas le bon produit. Alors, on voit un autre exemple d'un vide sanitaire qui est rempli des débris qui vont collaborer au problème. Patrick, il y a une première question. Même le 10 millième. Ah oui. Cette catégorie-là, ouais. C'est pas le bon produit. Là, j'ai déjà vu, sans explication technique, il faudrait demander aux microbiologistes leur opinion là-dessus, mais c'est un simple constat et non pas une certitude. Mais on a vu un développement sous toile. J'ai déjà entendu, encore une fois, c'est pas vérifié, mais que la transmission de la lumière au travers aide ou aiderait. Ça, c'est pas confirmé ce que j'avance là. C'est ce qui m'a déjà été dit dans le passé. Il me semble que ça pourrait être un aide là, au développement, comme un peu l'effet de serre. Mais ça, c'est sous toute réserve. La résistance simple n'est pas adéquate là, dans le cas présent, mais le pare-vapeur n'est pas conçu pour travailler dans les vides sanitaires, compte tenu que c'est un mode constructif qui est plus d'actualité. Il doit être protégé par une dalle de béton. Alors, quand on fait la mise en place d'une maison neuve de la dalle de béton, évidemment, on va mettre un pare-vapeur en dessous, puis on va protéger cette barrière-là, qui est l'ultime barrière, parce que le béton, c'est poreux, c'est pas pare-vapeur du tout. Donc, c'est le pare-vapeur qui fait le travail. Donc, pour le protéger, on va mettre la dalle de béton. Bon, pour mettre le plancher, nettoyer, utiliser dans le fond l'environnement. Mais la barrière, c'est vraiment le pare-vapeur. Mais sans protection ajoutée, ce n'est pas le bon produit du tout. Ben, on voit que on peut mélanger les réponses parce que c'est tout un peu interrelié, mais c'est d'époque, on s'entend, ça aurait pu être une souche de bois mise en place là. Ce sont des droits acquis, c'était construit comme ça à l'époque. Aujourd'hui, quand on touche aux structures, on se doit d'être aux normes, on se doit d'avoir un devis d'ingénieur, de faire la bonne intervention. Et donc, quand on arrive dans les vides et on voit l'état de ces structures, évidemment, la mise en place des membranes pour fin d'encapsulation, pour avoir le contrôle de l'humidité, est totalement impossible dans les conditions actuelles, même si c'était propre, nettoyé et prêt à être installé. Pour diverses raisons. Premièrement, dans la photo de gauche, on voit du bois qui est en contact avec le sol. On s'entend qu'il ne faut pas recouvrir ça. On ne peut se fixer sur des matériaux putrescibles. Il faut être fixé sur du béton en tout temps. Que ce soit une patte de métal
appuyer sur une roche ou un truc du genre, on ne peut pas se colmater sur une pâte de métal. On va la faire rouiller à une vitesse folle. On ne peut non plus se colmater sur du bois. Bon, la raison simple, hein, on va avoir un problème très rapidement. Et donc, on doit modifier les supports de poutre pour être en mesure d'installer les membranes. Parfois, le client dit, mon plancher n'a pas bougé, je n'ai pas de mouvement chez nous. Non, mais pour la pose des membranes, ce n'est pas un choix. Et si on laisse ça dans l'état actuel, nous ne procéderons pas à la mise en place d'une membrane. Et là, c'est très important ce que j'avance parce qu'il y a des compagnies qui vont installer, même s'il n'y a pas de modification de structure, et c'est des catastrophes. Ils vont se colmater autour d'une pâte de métal. Ça rouille, les planchers descendent, ça supporte tous les étages, partie du toit. Le poids est là sur les poutres, les supports de poutres. Alors, ils ont un rôle à jouer et il ne faut pas les affaiblir. Alors, c'est sûr que l'installation TP autour d'une pâte de bois ou d'une pâte de métal, on s'entend que c'est très rapide, beaucoup moins coûteux pour le client, mais si on veut des problèmes, c'est vraiment en tête de liste. Alors, chez nous, on va proposer aux clients de faire les travaux dans le bon ordre. On va commencer par faire les travaux, évidemment, de nettoyage et tout ça, mais de modification des structures. Alors, on va fournir le service d'ingénierie parce que c'est une obligation, calcul de répartition de charge pour faire la bonne intervention. Et donc, on va supporter, retirer et mettre en place une assise de béton conforme de, peu importe, 10 pouces d'épais armé sur laquelle on va mettre un vérin d'acier et ça sera appuyé correctement sur la poutre. Seulement qu'après ces interventions-là, là, je coupe ça vite, là, mais on va être en mesure de boulonner les membranes sur le béton à la base de cette nouvelle assise-là. Et là, on n'aura pas de problème aux structures qui étaient d'époque, mais qui n'étaient pas les bonnes. On n'affaiblira pas. On va avoir une coupure d'humidité vis-à-vis de cette intervention parce qu'avant la mise en place du béton, on va avoir mis un pare-vapeur sous la coulée. Alors, on va avoir une étanchéité, puis ce sera boulonné sur du béton coulé. Même si on n'avait pas de bois, comme la photo le démontre, si on avait des empilades de blocs de béton, c'est toujours impossible. On a toujours une migration d'humidité vis-à-vis ce bloc parce qu'il n'y a pas eu d'installation de pare-vapeur au préalable. Et quand on va ancrer mécaniquement les toiles, parce que du tape, ça ne tient pas. De la colle, ça ne tient pas. On recommence tout le temps la vieille explication, mais, qui est la bonne et la seule qui fonctionne. Il faut que ce soit ancré mécaniquement. Si on tape comme dans les blocs de béton creux, ils éclatent. Parce qu'on va taponner sur deux faces du même bloc à un moment donné. Une face, ça va, comme un client qui a une fondation en bloc de béton, pas de problème. On va taponner sur la même face. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de dommage qui sera fait à la fondation. Mais quand on est en présence de supports comme ça, des empilades de blocs, bien, il va y avoir le coin du bloc, du même bloc qui sera perforé à deux places. Puis quand ça arrive, il éclate. Alors, pour deux choses, sa solidité, la migration de l'humidité vis-à-vis de cette intervention-là, si on ne modifie pas la pâte, ben, on va refuser carrément de faire la suite des travaux parce qu'on cause encore une fois des problèmes. On ne règle pas. Ça serait compter un mensonge au client. Explication rapide, mais c'est ce que c'est. Comme ça, on voit les débris, puis c'est la continuité là, du désordre et de tout ce qu'il faut pour avoir une recette gagnante au développement des moisissures, des champignons, de toutes sortes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions en lien avec cette intervention-là? 30 pouces en dessous des solives, 24 à 30 pouces. Donc, quand on n'a pas la hauteur, ben, il faut creuser, il faut l'avoir. Alors, il y a différentes situations. Si on a le 24 à 30 pouces, ben, on s'entend que c'est toujours un peu plus long que d'avoir 5 pieds ou 6 pieds de haut. Ça va de soi, mais on n'est pas obligé de tout arracher les planchers pour l'exécution des travaux. Parce que parfois, les gens ont fait les choses à l'envers. Ils ont mis ça beau à l'étage,
Puis une fois que c'est beau à l'étage ou revendre, ou peu importe, là, s'aperçoivent qu'il y a une déficience majeure en dessous. C'est sûr que c'est pas très intéressant de dire on arrache tout à l'étage, la nouvelle cuisine, tout ça, 100 000 de rénovation, à recommencer. C'est un peu plus long, mais on va le faire par en dessous. Quand on n'a pas l'espace, on va creuser. Admettons qu'on a 6 pouces. Tiens, un plateau Mont-Royal, on vient d'en avoir une. Là, il faut que j'arrache une partie des planchers. J'arrache pas tout. Admettons, on va choisir une chambre à coucher. Là où ça coûte le moins cher à refaire, on va circuler par cet endroit-là, puis on va faire une excavation à partir de cette pièce-là vers l'ensemble. Ça peut être sous forme de tranchée, mais selon le type de travail qu'on aura à faire, mais oui, il faut avoir le 24 à 30 pouces. Force majeure, quand il n'y a pas d'espace, on arrache les planchers. Parfois, c'est un nivellement. On peut avoir 5 pieds à un bout et 2 pieds à l'autre. Donc, on va niveler pour essayer de rendre ça plus homogène, sans embarquer dans des frais plus importants, parce que aussitôt qu'on sort la terre de chez le client, là, il y a des frais qui s'ajoutent. Donc, on essaie de rendre ça travaillable. Tiens, on va dire ça comme ça. On a même des clients qui nous demandent de creuser le vide sanitaire pour en faire un sous-sol habitable. Chose qu'on fait aussi. Alors, il y a différentes interventions, différentes méthodes selon ce qu'on aura à faire, mais oui, 24 à 30 pouces est la mesure qu'on a besoin pour travailler. Le champignon est de moisissure. Puis là, c'est toujours au quotidien une discussion avec le client, dire mon vide sanitaire est beau, j'ai rien. Tout est parfait chez nous, il n'y a pas de moisissure. Alors, je me bats à un peu expliquer au client que vous êtes malade, pas parce que vous avez regardé, c'est à cause de ce que vous avez inhalé. On ne mesure pas les moisissures parce qu'on voit à l'œil. Ça prend un microbiologiste, une ponction d'air, puis une analyse sous microscope pour voir ce qu'on a inhalé, mais on s'assure que dans un vide sanitaire, c'est clair que c'est pas sain. On n'est pas obligé de se rendre à voir quelque chose pour déterminer qu'une problématique. Et là, souvent, on a des clients, pardon, qui vont négliger le fait de dire que c'est le vide sanitaire ou la maison qui est en cause parce qu'il n'y a qu'une personne de malade sur 4. C'est d'un peu d'expliquer qu'il est possible qu'une personne soit plus sensible aux moisissures que les autres. Ça ne veut pas dire que la maison est correcte ou que le vide sanitaire est sain. Un vide sanitaire pas scellé, c'est pas sain, point. Peu importe où il se trouve sur la planète, je pense que les microbiologistes qui sont avec nous aujourd'hui pourront corroborer mes dires, mais donc, j'ai mis la photo présence de. Les gens attendent de voir souvent avant de réaliser qu'il y a un problème. Les gens calculent avec leurs yeux. Mais il faut comprendre que tout ce qui est dans l'air, toute l'émanation, ce que procure un vide sanitaire dans une propriété, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est le problème que j'ai à tous les jours. C'est mon vide sanitaire est bois, une petite tache de moisissure. Ah, j'ai juste un peu de champignons dans le coin là. Faites juste venir l'enlever, tout va être réglé. Ah, d'accord. Mais non, parce qu'il faut que je fasse la structure, parce que vous avez des pattes de bois dans le sol. Il faut que je draine, il faut encapsuler. Finalement, le petit coin de moisissure, ben, ça peut être 2, 3, 4 semaines d'ouvrage ou une semaine. Mais c'est pas simple comme les gens nous le disent à l'approche. Alors ça, c'est important que je véhicule ce que je vis à tous les jours. On ne le voit pas, tout est bien, mais il y a une nuance un peu dans tout ça. Patrick, on a une question. Dans le fond, là, je vais faire revenir sur votre ancienne diaporama là, au niveau de l'encapsulation. Moi, à mon niveau personnel, j'ai un vide sanitaire environ de 1500 pieds carrés. Puis, la fondation de ma maison, c'est des blocs de béton qui ont été imperméabilisés à l'uréthane. Dans le fond, c'est une maison que j'ai achetée il y a environ 1 an et demi. Ouais. Et la raison que je suis cette conférence aujourd'hui, c'est que j'ai certaines problématiques. Et je me demandais, dans le fond, au niveau de l'encapsulation, vous avez mentionné de tout le temps s'arrimer au béton. Moi, vu que j'ai de l'uréthane, est-ce que l'uréthane doit être retiré pour pouvoir s'assurer que l'encapsulation, elle est vraiment étanche ou je peux la mettre directement sur
l'uréthane? Ben, c'est une très bonne question parce que je dois y répondre à tous les jours, donc ça circule beaucoup. Euh, et j'en serais venu tantôt, mais c'est pas grave, on peut devancer les trucs. Il faut toujours s'arrimer sur du béton. Un paquet de compagnies vont vous dire, ah, on met ça par-dessus l'uréthane. De l'uréthane et du plastique, c'est comme de l'huile sur un ballon. Ça ne tient pas. Et si ça ne tient pas, l'ensemble de ces travaux-là ne fonctionneront pas. Il n'y aura pas d'étanchéité, il n'y aura pas de coupure. Si 100% du vide sanitaire n'est pas scellé hermétiquement, on n'a pas corrigé la situation à 70%. On n'a rien corrigé parce que l'émanation, l'humidité, tout ce qui va sortir de ces petites ouvertures-là va être juste plus concentré dans justement ces ouvertures-là. Donc, l'étanchéité fait foi de tout. Sachant ça, et pour les moisissures, et pour microbiologistes qui sont avec nous aujourd'hui, si j'ai un trou de 2 pieds par 2 pieds dans un vide sanitaire qui donne sur la terre, est-ce que j'ai un test d'air concluant? Je suis convaincu qu'ils vont vous répondre que non. Alors, sachant ça, il faut que ce soit hermétiquement scellé, donc il faut retirer une partie de l'uréthane pour être capable de s'arrimer mécaniquement, je dis bien, sur le béton. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que toute fondation dite poreuse, bloc ou pierre, doivent être dégagées dans le bas de la fondation. L'uréthane, c'est un excellent produit. C'est le produit, mais il faut savoir comment l'appliquer. Souvent, c'est le problème. Il ne faut pas l'isoler au complet de la fondation. Il faut partir du haut puis d'avoir un dégagement dans le bas de la fondation pour avoir un espacement entre la fixation qui est à la base des membranes, donc fixées à la fondation, avoir un écart de peut-être une dizaine ou une douzaine de pouces libre de tout isolant au-dessus pour permettre justement une transmission de chaleur dans la fondation pour l'empêcher de geler et être capable de la déshumidifier par effet de mèche avec le déshumidificateur. La déshumidification est possible seulement qu'après l'encapsulation. Parce qu'il n'y a pas un déshumidificateur qui est assez puissant pour être capable de gérer ce que Mère Nature lui apporte à partir de la terre, puis en même temps sécher les fondations. C'est trop. Alors, il faut être capable d'avoir coupé 98% de la part d'humidité dans le vide qui est la terre. Puis, une fois fait, le déshumidificateur, sa fonction est concentrée sur la fondation, évitant qu'elle fende. Donc, ce sont les deux raisons pourquoi il faut faire un certain retrait dans le bas de la fondation de bloc ou de pierre. Quand on parle, mettons, de la superficie d'un coup à l'encapsulation versus le béton, vous avez mentionné qu'en mettant un vapor barrier au sol et Oui, mettre du béton par-dessus pourrait faire le même travail qu'une encapsulation. oui, si c'est bien fait, oui. Mais si je me fie, dans le fond, à qu'est-ce que vous mentionnez, à une problématique qu'on pourrait avoir pour s'assurer qu'on est 100% étanche, diverses compagnies qui font ça à gauche ou à droite, euh, est-ce que le béton est plus efficace ou même Non, mieux conseillé que l'encapsulation? pas du tout. En fait, le béton, on va le suggérer aux clients. Récemment, dans les Laurentides, on avait un client qui son vide, dans le fond, dans les Laurentides, donc à flanc-montagne, donnant sur un lac, vide sanitaire qui part d'un pied et demi sur galet de roche, puis qui finit à peu près à 6 pieds face au lac. Là, on arrive chez le client, on ouvre la porte, parce qu'il y a une porte qui donne sur son vide sanitaire. On ouvre la porte et là, on a le kayak, le canot, les roues d'hiver, on a la souffleuse avec les chaînes qui est là. Et c'est le parfait endroit pour mettre ces trucs-là. Mais est-ce que la membrane va résister? La réponse, c'est non. Dans un cas comme ça, on va conseiller au client de couler une membrane, de couler une dalle de béton, même si elle n'est pas complète, du moins partielle. Parce que la souffleuse avec les chaînes, voilà. Mais dans un vide sanitaire de 3 pieds ou de 2 pieds et demi, sur le plateau Mont-Royal, je ne pense pas qu'il y ait une souffleuse avec des chaînes. Donc là, arriver avec l'installation, la mise en place de béton, ben, c'est peut-être trop pour rien.
Ce n'est pas le béton qui fait la coupure d'humidité, c'est l'installation conforme du pare-vapeur et ou des membranes qui font office de pare-vapeur. C'est ça qui fait la job. Le support de poutre non conforme. J'aurais pu vous en mettre 1000. Encore une fois. Là, on voit un beau bloc de bois, un beau 6 par 6 peut-être, ou 4 par 4. À droite, souvent, on va voir le tronc d'arbre avec l'écorce autour. Bref, ce n'est pas conforme. Dans une condition actuelle, il est impossible d'arrimer les membranes de façon étanche. Et de toute façon, on comprend aussi qu'il faudrait mettre le pare-vapeur sous la dalle de béton qui sera mise en place là, afin de supporter. Tu sais, je parle des supports de poutre. Quand l'ingénieur regarde ça ou quand nos hommes regardent ça pour faire la recommandation et en discuter avec l'ingénieur, dans le fond, c'est qu'il faut, on a l'obligation de mettre ça aux normes. Pas ce que je touche pas, ce que je touche. Alors, si on voit la photo de gauche, on voit 2 supports de poutre, ben, beaucoup trop rapprochés. Je suis persuadé que si on continue à gauche, on a un espacement qui est trop grand. Mais il y a des règles de répartition de charge. C'est mathématique, la chose. Alors, il y en a, on arrive chez des clients, on voit tous les scénarios. Les pattes ne sont pas conformes, ça, c'est souvent vu. Les pattes ne sont pas au bon endroit. Il y en a trop ou il y en manque. Alors, d'arriver chez un client et me dire, ben, au téléphone, le client mentionne, j'ai 12 pattes, combien coûte? Non, parce que la poutre ne peut aussi ne pas être bonne, elle peut être à doubler, remplacée partiellement. Il peut manquer une poutre parce que la distance est trop grande entre son prochain appui parallèle. C'est une question mathématique. Dans l'ordre des choses, il faut s'assurer que tout ça se tient bien pour la suite. Parce que si on vient mettre l'encapsulation, et 2 ans après, on aura encore à recouler du béton, il faut couper les toiles, arracher, recommencer. C'est de faire les choses à l'envers. Tu sais. L'important, en premier lieu, je pense, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de matériaux putricides dans le sol, tels des pattes de bois qui supportent la poutre. Parce que tu sais, des champignons qui montent après la patte de bois pour s'attaquer au plancher, on est plusieurs à avoir vu ce scénario là, dans l'industrie. Là. Il faut s'assurer de corriger ça en partant. Ça, c'est clair. Accès limité. On en parlait tantôt. Je crois que c'était avec Mme Pascal, mais ouais, c'est un autre truc du passé. Si l'espace n'y est pas, premièrement, il n'y a pas de faisabilité. Ça vient réduire aussi plus on est proche du sol, plus le bois est proche de la terre. Ce n'est pas une règle générale, c'est la composition du sol liée pour quelque chose aussi, là, mais souvent on va avoir une dégradation des matériaux plus rapide que si on a un espacement. Encore une fois, ce n'est pas une règle générale. Là. Il y a différents vides sanitaires. Il y en a qui sont moins humides tout en étant dépassant les normes là, du 50 %. Mais il y en a que c'est vraiment atroce. C'est du cas par cas. Certes, plus on se rapproche de la Terre, plus on court après le problème. Règle de base. D'autres exemples. Et malheureusement, là, je vois des clients qui interviennent de leur propre gré à mettre leur pare-vapeur transparent, TP avec du tape ad hoc autour des pattes de bois. Et je vois malheureusement certaines sociétés faire la même chose. Ça je trouve ça épouvantable, mais c'est ce que c'est. On voit ça tous les jours. Mais la plupart des cas que vous voyez là, dans le fond, la plupart même des cas qu'on a travaillé, les structures ont à peu près toujours un petit quelque chose à corriger. C'est jamais parfait. Souvent des signes aussi à l'étage de portes qui ferment mal, de finition qui craque. On parlait de l'humidité, on parlait de la mérule, mais c'est tout interrelié, ce truc-là. On parle d'une intervention qui est générale pour en arriver à la fin, à être capable d'exercer un contrôle de l'humidité. Toujours la même chose qui revient.
tout le temps. Mais là, on commence les vrais travaux. Selon le devis de l'ingénieur, l'emplacement des assises, la grosseur des assises, selon le poids de la bâtisse, le nombre d'étages, le type de sol du bâtiment, parce que les régions sont cartographiées, et la demande de l'ingénieur va différer selon l'emplacement du bâtiment, selon le type de sol, argileux, peu importe. Les cartes existent pour ça. Donc, la dimension de la semelle, pour pas que ça descende, va être en conséquence de tout ça. La distance entre elles, les poutres aussi qu'on ne voit pas, mais les espaces entre les poutres. Les vieux bâtiments vont manquer. Vont avoir une poutre manquante ou deux. L'espace entre la poutre principale et les murs de fondation est souvent beaucoup trop distancé. Donc, on va nous demander d'en ajouter une ou deux, ou peu importe, qui n'ont jamais existé. Ça, on voit ça assez souvent. Mais là, on comprend le principe. Ça va être des rampes d'armature bidirectionnelles, le pare-vapeur qu'on a mis en premier lieu avant, pour s'assurer que cet espace-là, ce bloc-là, son humidité contrôlée. L'étanchéité absolue partout dans le vide sanitaire commence par ces interventions-là. Continuité de travaux. Quand la mérule apparaît, évidemment, on comprend que, là, j'aurais pu mettre des photos de travaux de mérule, mais on comprend le retrait ajouté des matériaux, même si c'était le plancher de la salle de bain qui était affecté. Si on a une présence trop près qui est la poutre, ben, cette valeur, mais la poutre doit être refaite ou travaillée partiellement ou complètement. De là, toujours le besoin d'ingénierie pour refaire ce qu'il faut. On remet aux normes, on n'a pas le choix, c'est notre obligation. C'est le problème avec la mérule, souvent il faut déborder du retrait des matériaux affectés, un débordement sécuritaire de 3 pieds qui est exigé. Alors, parfois, le 3 pieds tombe dans la nouvelle salle de bain qui vient d'être faite. Et adieu la salle de bain. C'est important de prévoir ça, je dis à mes clients. Si vous n'avez peut-être pas de mérule actuellement, mais il n'y a personne qui peut prédire à quand et où elle arrivera et si elle arrivera. On a des constructions récentes qui ont des déficiences et on voit la mérule apparaître. On a des vieux bâtiments. Vous savez, les bâtiments ont changé un peu de leur. Je fais du coq à l'âne un peu, mais anciens bâtiments fermes, c'est un bel exemple du printemps dernier. Le client m'appelle, client d'une cinquantaine d'années, a grandi sur le bâtiment, la ferme familiale, qui appartenait à son grand-père. Puis là, moi, jamais eu de problème. Au vide sanitaire de 6 pieds, quand même, à l'époque, avait la vieille fournaise, brûlait 20 cordes de bois par année. Il y avait du va-et-vient, les portes ouvraient, il y était 8 ou 9 enfants. Donc, il y avait des mouvements, il y avait de la vie, il y avait, somme toute, un générateur de contrôle de l'humidité excessive avec le chauffage l'hiver, les portes ouvertes. Bon, on s'entend qu'avec plusieurs occupants dans le bâtiment, ça fait une certaine ventilation. Et donc là, le client achète la propriété, il est seul avec son épouse, fait isoler à l'uréthane, enlève le chauffage dans le vide sanitaire, met une belle thermopompe à l'étage, et boum, problème de mérule. Ben, la raison est simple, c'est que le bâtiment a changé. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a jamais eu de problème, même s'il y avait un vide sanitaire? Ben, il y avait toute une énergie concentrée à contrer les problèmes qui apportent les champignons, qui apportent en fait les problématiques de moisissure, de mérule, de champignons de toutes sortes. Fait que la vocation du bâtiment et sa modification, l'isolation à l'uréthane a concentré l'humidité dans le vide, moins d'occupants, moins de va-et-vient, plus les 20 cordes de bois qui étaient brûlées en bas au vide sanitaire. Et là, tout d'un coup, boum, on a de la mérule. Il y a des facteurs humains aussi dans tout ça là,
qui peuvent changer du jour au lendemain l'apparition de ces problèmes. C'est clair. Support d'acier bien ajustable, support adéquatement. Les structures, ils sont non putrescibles, évidemment. C'est une continuité de ce qu'on avançait tantôt dans les travaux qui doivent être faits. Système de drainage. C'est du cas par cas et ce n'est pas toutes les propriétés qui ont le besoin d'avoir la mise en place d'un système de drainage intérieur. Mais il faut s'assurer que s'il y a un problème d'eau, que ce soit géré parce que les membranes ou le par vapeur suivi d'une dalle de béton ne gèrent pas l'eau. C'est un sujet indépendant de l'humidité relative. La gestion de l'eau tangible doit être prise en charge et contrôlée avant de dire qu'on fait l'installation ou la mise en place d'une barrière contre l'humidité. Souvent, on va mettre des drains intérieurs murs mitoyens en placement avec le voisin, bref, impossible de le mettre à l'extérieur. Un vide sanitaire qui a été creusé, ben, à ce moment-là, c'est totalement impossible de le mettre de l'extérieur. Il faut aller au point le plus bas à partir de l'intérieur sans déchausser la fondation. Job à flanc de montagne, galets de roche, l'eau coule parce qu'il n'y aura jamais de joint étanche entre le bas de la fondation et le galet de roche, donc il y aura toujours présence d'eau pour s'assurer de gérer l'eau à partir de l'intérieur. Donc, c'est un sujet que j'ai voulu, si on parle de l'humidité, mais l'eau en partant doit être corrigée là, et gérée avant toute chose. Parfois, c'est un simple bassin. C'est selon le problème là, qui sera vu chez le client. Les vides sanitaires, c'est un droit acquis. Hein? C'était construit comme ça à l'époque. C'était pour conserver les patates, puis les carottes et les oignons pour pas que ça gèle l'hiver et aider à contrôler l'été avant l'arrivée du réfrigérateur et de l'électricité. Ça existe depuis des milliers d'années. C'était comme ça qu'on construisait. Puis, quand on est arrivé ici au Québec, on a continué le mode constructif européen et ça prenait un vide sanitaire. C'est une question de survie, c'est pas un choix. En Europe, c'est frais, c'est moins froid qu'ici, mais c'est différent. Les bâtiments, pour les avoir visités en Europe, j'ai un copain qui fait ce qu'on fait là-bas, et le problème arrive moins rapidement là-bas qu'ici. Parce que l'hiver, ben, eux autres, les fenêtres sont encore ouvertes. Il y a même les ouvertures, voyons, j'ai oublié le terme, je l'utilise à tous les jours, mais les ouvertures, les soupiraux de cave, tiens, qu'on disait à tout le monde, ben, ouvrez vos soupiraux l'été, puis ça va ventiler. Là-bas, les soupiraux, ils ont 3 pieds par 2 pieds de large. C'est des fenêtres. Ils n'ont même pas de fenêtres. C'est des barreaux. Les feuilles rentrent dans le vide sanitaire qui, lui, a 10 pieds de haut. Et le bâtiment, il est en pierre du plancher jusqu'au toit. Fait que, oui, il y a de l'apparition de mérule, mais parfois, le bâtiment, il y a 3 puis 400 ans. Tandis que nous autres, on voit apparaître de la mérule dans les bâtiments de 80 ans. Et la raison est simple, c'est qu'on vient fermer, parce que ça va geler. Les conduits d'eau vont geler. Alors, l'hiver, on vient fermer ça, donc on augmente le taux d'humidité, on augmente la stagnation de l'air, donc encore plus problématique au développement de la mérule. Il y a moins de circulation parce que ça n'a pas 10 pieds. Alors, il y a moins de mouvement d'air. On augmente les probabilités de risque, encore une fois. Le mode constructif est différent. Quand est arrivé l'électricité, les réfrigérateurs, puis là, à un moment donné, on s'est aperçu que c'est un paquet de troubles, c'est dur à chauffer, ça sent le diable l'été. Peu importe, on a une belle cave qu'on peut utiliser, on arrête de faire des vides sanitaires. C'était comme ça dans le temps. Alors ça, celle-là, je l'entends souvent, les gens vont me dire, ou les entrepreneurs vont dire, bah, c'était comme ça dans le temps, puis c'est pas grave. Il faut comprendre pourquoi on ne le fait plus. C'est qu'il y a des raisons à ça. Les raisons sont les suivantes. C'est qu'on va avoir un problème qui va réagir ou qui va arriver beaucoup plus rapidement ici par des températures hivernales froides qui nous obligent à modifier, à fermer le bâtiment, à des constructions de bois à proximité du sol qui sont différentes qu'en Europe, les mouvements d'air, tout ce que j'expliquais. Donc, on va avoir des problèmes beaucoup plus vite
mis à part les problèmes du quotidien des occupants, qui est très difficile à chauffer, ça, c'en est un, parce que les appels que j'ai depuis le dernier mois, compte tenu de la température actuelle, c'est des gens qui ont froid, qui demandent 25 au thermomètre au mur, mais qui n'ont que 19 dans la maison. Et là, ils dépensent d'énergie, puis ils n'ont pas de résultats. Ce qu'on a moins en Europe, parce qu'on n'a pas ces températures-là. Certaines places, oui, mais en général, ils n'ont pas ces problématiques-là. Alors, c'est un droit acquis, un peu comme la vieille patte de bois qui tient la poutre. Ça ne bouge pas. Est-ce qu'on est obligé d'y toucher dans le cas présent si on ne fait pas de travaux autres? Ben non, parce que c'est un droit acquis. C'est pour ça que quand on fait une modification, compte tenu que c'est un droit acquis, les villes et municipalités vont exiger un devis d'ingénieur pour émettre le permis parce qu'on doit le remettre aux normes. Fait que c'était comme ça dans le temps, c'est pas grave, ça n'a pas bougé. Ça a tout le temps été les villes sanitaires. C'est un peu les anciennes phrases qui vont continuer, mais une fois qu'on comprend le pourquoi qu'on fait ces modifications-là, les gens nous appellent parce qu'ils sont tannés d'avoir ces problèmes-là, même les problèmes de santé. Souvent, plus souvent qu'autrement, c'est des gens qui sont malades, bien avant les champignons. C'est les moisissures que génère le sol. Parce qu'il y en a dehors des moisissures, un faux négatif aujourd'hui parce qu'il fait moins 20, mais la terre en contient. Le nombre au mètre cube n'est pas suffisamment élevé pour rendre les gens malades parce que le ciel est haut, mais à l'intérieur du bâtiment, c'est pas la même histoire. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes de santé importants, puis ils n'ont pas de champignons, ils n'ont pas de mérules, mais malades, des bronchites, des otites, tous les hits, le générateur de ça, c'est le vide sanitaire. Alors, par où commencer pour dire qu'un vide sanitaire, c'est malsain? La liste est longue. Les dépenses énergétiques, le confort, les odeurs, le froid, les problèmes de blessure. Puis ultimement, ben là, on a le bois qui s'abîme, qui s'affaiblit. Parce que ces bâtiments-là d'époque, souvent, comme je parlais tantôt, la poutre, il y en avait une, mais il en manquait. Il n'y en avait pas assez. Donc là, le stress était sur les structures qui étaient en premier lieu non suffisantes. Mais là, 100 ans de vie a fait que ça les a affaiblis. Puis là, on a un problème structurel aussi lié en contrepartie par l'humidité. Patrick, je t'arrête une petite seconde. On a 3 autres questions. Puis il nous reste 5 minutes. Fait que je veux juste peut-être dire aux gens que ceux qui doivent quitter pourront le faire. Puis ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à rester. On peut dépasser au-delà de notre heure prévue. Mais avant, je vous glisse un mot. On a quand même 2 autres activités qui s'en viennent dans le cadre du mois de la sensibilisation à la mérule. On dirait que je fais une pub présentement, là, mais ou un infopub. Le 25 février prochain, on a une activité super intéressante qui est sur des initiatives positives entre la France, le Québec et la Belgique concernant la mérule. C'est-à-dire les assurances qui couvrent la problématique de la mérule en Belgique, des bootcamps pour experts en France, nos groupes de soutien au Québec. En tout cas, ça va être un partage super intéressant. Fait que vous regarderez cette activité-là. Et une autre qui va être ajoutée tout prochainement, là, elle va avoir lieu en mars. C'est vraiment pour les inspecteurs en bâtiment. Ça va être le rôle de l'inspecteur en bâtiment et la mérule pleureuse. Fait que vraiment, surveillez ça, ça s'en vient. Puis, fait que voilà, merci à ceux qui ont été là. Puis, n'hésitez pas à quitter là, si vous êtes obligés. Sinon, j'enchaînerai peut-être avec Pascal qui avait la main levée depuis un bon petit moment déjà. Là, tôt ou tard, quelqu'un est obligé de le faire aussi. Est-ce qu'on achèterait aujourd'hui? Est-ce qu'on voudrait construire aujourd'hui un bâtiment neuf? Je vous retourne la question. Puis, on vous dirait, si on était l'entrepreneur, ben, on va vous faire une belle cave en terre. Je ne pense pas qu'il y ait d'obligation, mais si ce n'est pas encapsulé, il n'y a pas d'ouverture de soupiraux de cave et d'aération suffisante qui vont faire qu'on va avoir un bon contrôle. Parce que tant qu'il n'y a pas d'encapsulation, il n'y en a pas de contrôle. Zéro. Zéro. On a l'humidité de mère nature qui mixe dans le vide sanitaire. Ce n'est pas parce qu'on ouvre un soupiraux de cave d'1 pied par 15 pouces qu'on va changer les conditions du vide sanitaire. C'est le générateur, c'est le 1000 pieds carrés de chez le client
ça terre, que l'humidité rentre sans cesse, on n'arrêtera pas d'être malade, on n'arrêtera pas si, ça, la liste est longue. Ça ne corrige pas tant qu'on n'a pas encapsulé par vapeur dalle ou encapsulation avec membrane. Tant qu'on est sur la terre exposée, on a un sérieux problème de tout ça. Chauffage, parler aux microbiologistes, ils vont vous dire les problèmes de santé des occupants. Parler au bâtiment, ils vont vous dire qu'il est en train de pourrir. S'ils pouvaient parler, ils vous diraient que mes structures commencent à être affaiblies, on a de la pourriture, il faut faire des travaux de structure. Toutes les conditions, peu importe lesquelles, sont là dans un cas où on n'a pas le travail de fait. Est-ce qu'on est obligé? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Ils veulent s'assurer qu'ils vont avoir un bâtiment dans lequel ils ne seront pas malades, qu'ils n'ont pas de difficulté à chauffer, qu'ils vont avoir de l'agrément. Ça arrive, c'est pas souvent, mais ça arrive. L'été dernier, là, il y a eu des grosses inondations, puis même près de nos bureaux, il y a des secteurs où ils ont eu, je pense, dans le vide sanitaire, il était plein, l'eau était à côté sur le sous-plancher du rez-de-chaussée. Alors, comment on fait pour contrôler ça quand le client ouvre la porte et fait un pas et dans 2 pieds d'eau? Je pense que le bâtiment est construit à mauvaise place, tout simplement. Ça, c'est des cas d'extrême, là, mais en général, c'est contrôlable et gérable. De travaux avec dalle de béton, le client qui a une hauteur respectable, le client qui va en faire une utilisation un peu plus intense. Dans des cas de mérule, c'est important de le dire, ça prend une dalle de béton, parce que même si on met les membranes d'encapsulation à double épaisseur super robuste, on ne veut pas être à la merci d'un accroc, d'une ouverture. Donc, une fois que la mérule est en place, on sait que c'est un problème qui est là pour longtemps. On veut s'assurer que la pérennité de l'installation qui fait le travail, qui sont les membranes. Alors, dans des cas de mérule, on va conseiller de mettre une dalle de béton pour protéger. Le plombier va avec son coffre d'outils, fait une ouverture, ne le sait pas, s'en fout, c'est pas son quotidien, fait des trucs, peu importe c'est qui ou c'est quoi, on veut essayer d'éviter des brèches dans le pare-vapeur. C'est très important. Fait que dans les cas de mérule, on va proposer une dalle de béton. L'exemple de tantôt là, du client avec sa souffleuse et ses chaînes, évidemment, aux abords du lac avec une porte dans le vide sanitaire, c'est clair qu'on va lui proposer un pare-vapeur dalle plutôt que les membranes. C'est du cas par cas. L'encapsulation, dans le cas de la photo de droite, je crois que là, il y avait un drain qui avait été mis en place de l'intérieur, puis il y avait de l'eau qui rentrait. Je pense des travaux à flanc de montagne, ce qui explique la hauteur à laquelle la membrane est fixée, sans quoi elle est fixée dans le bas. Ça prend une explication technique pour avoir une installation en hauteur. Parce qu'on veut laisser la fondation dégagée le plus possible. Ça, je pense que c'est un vide sanitaire qui avait été creusé par le client auparavant. Puis, les travaux de la fondation d'étaiement, donc pour le mur de retenue, il y avait une infiltration d'eau à cette hauteur-là. Donc, on n'a pas eu le choix de mettre un drain intérieur qui n'avait pas été fait. On n'avait pas eu le choix aussi d'aller se fixer un peu plus haut, donc au-dessus de la ligne d'entrée d'eau. Ça avait été fait un peu de façon artisanale, mais c'était fait, donc on était là pour corriger, essayer de corriger. Sans quoi, c'est une installation qui est boulonnée dans le béton, un peu comme on le voit sur les assises de béton à photo de droite, et qui est à la base, là, je pense que j'en ai mis des photos plus loin, à la base de la fondation. Exemple à ne pas faire, ça c'est ce qu'on voit quand on arrive chez des clients, entre autres. Alors, il y a zéro efficacité. Le client qui dit c'est recouvert à 98%, je dois avoir une certaine amélioration dans mon contrôle de l'humidité. La bonne réponse, c'est que ce n'est pas les yeux qui contrôlent l'humidité, qui gagent l'humidité, excusez le terme anglophone, mais ce sont des lecteurs. Et dans un cas comme ça, si on n'a pas une étanchéité absolue,
on a exactement les mêmes conditions que si ce pare-vapeur-là n'avait pas été mis en place. Fait que si ce n'est pas scellé à 100%, ben, nul besoin de faire quoi que ce soit. Tout travaux sera une dépense de temps et d'énergie et d'argent si ce n'est pas bien fait. Ça va être un bel exemple. Je pense dans la photo suivante, j'ai mis un exemple de, voyez-vous la photo de gauche, ils avaient tenté de fixer avec de l'uréthane. Donc, on comprend bien que ça ne tient rien. C'est comme de l'huile sur un ballon, au risque de me répéter, mais il faut bien comprendre que ça ne tient absolument rien. C'est sûr que c'est vite fait. Ça paraît bien, on s'en va, mais pas longtemps après, le client rappelle parce qu'il n'y aura pas de bon d'efficacité là-dessus. C'est un travail très mal fait. Très, très mal fait. La finale. 40 à 44 d'humidité dans nos vides sanitaires une fois les travaux terminés. Facile à chauffer. Le déshumidificateur fonctionne de temps en temps. Va assécher les fondations au besoin. Si c'est une fondation en béton coulé, ce n'est pas une nécessité. Elle pourra même être isolée au complet, mais si c'est une fondation en pierre ou en bloc, la dernière partie du bas sera dénudée. Il y aura un assèchement. Il y aura une facilité à chauffer. Là, je vous dis les appels que j'ai de mes clients en conditions hivernales quand on fait des travaux. Le même client sur le plateau qui demandait 25, qui avait 19 comme température, me rappelle le lendemain pour me dire qu'il faut qu'il baisse à 20 parce qu'il faisait 25. C'est ça la différence. Donc, on a une économie énergétique incroyable. Le chauffage fonctionne que de temps en temps, au lieu de fonctionner tout le temps, à brûler de l'humidité au lieu d'émettre de la chaleur. C'est de là vient la perte énergétique, la dépense inutile. On a coupé les odeurs, on a coupé l'humidité qui va venir détériorer les bois. Donc, la condition des charpentes dans 30 ans, suite à notre installation, ben, c'est idem. Il n'y a rien qui a changé. On a une stabilité dans le bâtiment. On n'a plus personne qui tombe malade dû aux moisissures exposées par la terre dans le vide. Alors, par laquelle voulez-vous commencer comme amélioration, mais la même installation couvre l'ensemble de ces problèmes. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Quand il y a froid, bien, il y aura plus froid, mais il y aura plein d'autres améliorations aussi. Stéphanie a une question. Est-ce que, bon, en lien avec le radon, bien évidemment, il faut que l'installation d'encapsulation soit bien faite et hermétique, sans quoi on s'entend qu'il n'y aura pas de. Il va y avoir des brèches, pareil comme l'humidité. Donc, si ce n'est pas bien fait, il n'y aura pas de contrôle. On en fait parfois des installations de radon. Prenez ça comme une installation d'un drain français intérieur, mais au lieu de drainer l'eau, on draine des gaz avec un petit moteur qui est fixé au mur, qui va extraire sous la membrane, qui va faire une succion et qui va retirer les gaz et les sortir directement du bâtiment. Mais que le système pour le radon sans une encapsulation, c'est pas bon. Il faut une encapsulation qui est bien faite. Alors oui, avec le système de tuyauterie, s'il y a du radon chez le client, ben c'est génial. Quels sont les non-démembranes recommandées? En fait, Madame Jacin, vous avez une bonne question. Ces membranes-là n'existent pas à la quincaillerie parce que des vides sanitaires, on n'en construit pas. Donc, on pose un pare-vapeur transparent puis on met du béton par-dessus. Fait qu'il faut se les faire faire. C'est des membranes qu'on a fait faire selon nos specs par des manufacturiers. Donc, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nom vraiment. Nous autres, on a choisi un 12 millième avec ficelé. C'est malléable, c'est travaillable, c'est très robuste. Puis, en dessous de cette membrane-là, on va mettre une sous-membrane plastifiée à poser au sol. Donc, les deux combinés, c'est une robustesse incroyable. Puis, le pare-vapeur, on l'obtient à 6 millièmes. Fait que tout ce qui est au-dessus de 6, c'est bon, mais il ne faut pas que ce soit translucide. De là, on est arrivé avec notre installation, nos specs de membrane. Mais il n'y a pas de nom.
Elle a un numéro qui est long comme ça. Y avait-tu d'autres photos, Marie-Hélène? C'est la fin. Je pense que c'est la fin. On est arrivé à la dernière.